Sans plus tarder, c'est vers vous, François Bonneau, que je me tourne en tant que président de la région Centre-Val de Loire, puissance invitante. Eh bien, je vous demanderai de dire en quelques mots, peut-être des mots de bienvenue, et ce qui vous a motivé à participer activement à la mise en place, la programmation de ces 2 journées autour de l'attractivité territoriale. Merci, merci beaucoup. Le plaisir, monsieur le recteur, de vous saluer et d'être avec vous ce matin. Plaisir de vous retrouver toutes et tous pour cette université territoriale. En effet, nous avons souhaité organiser, sur une thématique sur laquelle je reviendrai, ici en Centre-Val de Loire. Ce souhait, il est lié, je crois, d'abord, parce que l'humain est toujours premier, il est lié au contact direct que nous avons en tant qu'institution régionale avec les acteurs de la recherche, les acteurs de l'économie, les acteurs de l'enseignement supérieur. Dans cette région. On a la chance d'être région à taille humaine, une région qui n'a pas changé de périmètre, une région de 2 600 000 personnes, et ça crée des liens très forts, ça permet des liens très forts entre nous, quel que soit le lieu au sein duquel vous agissez, qu'il s'agisse du sud Berry, de l'axe ligérien, du nord de notre région, quel que soit le domaine. L'appartenance à une famille, elle est ici très forte, et le sujet que nous adressons est un sujet absolument central pour notre région. Pourquoi? Parce que c'est une région d'industrie. On le disait, monsieur le recteur, Saint-Gobain, vendredi soir, je regardais un chiffre, si nous prenons la part des cadres qui travaillent dans l'industrie, elle est 2 fois plus forte qu'en moyenne nationale. On sait que l'industrie sous plein est très forte ici. Je développerai. On sait aussi que l'agriculture a une place dans notre région qui est considérable. On pense bien évidemment à la Beauce, mais il faudrait parler de la Champagne-Berrichonne, mais il faudrait parler du Jardin de la France, mais il faudrait parler de spécialités particulièrement intéressantes, etc. Donc, on a des réalités qui sont fortes, notamment dans des secteurs qui sont des secteurs qui appellent l'innovation, etc., etc. Je pense dans l'industrie à ce qui se produit. Grand pôle de pharmacie, l'annonce de 2 milliards d'investissements par Novo Nordisk sur notre région jeudi dernier. Grand pôle de pharmacie, le premier pôle de pharmacie au niveau national. Et la pharmacie, c'est quoi? C'est l'évolution des biotechnologies dans la pharmacie. On est complètement dans l'innovation, et celles et ceux qui sont ici le savent. Même chose pour la cosmétique, une transformation, une naturalité renforcée sur les produits, etc. Beaucoup d'innovation. C'est la même chose sur l'agroalimentaire. On est dans une évolution qui met les sujets de qualité au meilleur niveau, et ça suppose de la recherche, ça suppose de l'innovation. Je citais l'agriculture hier dans cette région, c'était une agriculture de production, pas tout à fait exclusivement, mais notre région a développé 4 fois moins la transformation agroalimentaire que la région voisine des Pays de la Loire. Donc surtout une région de production avec un potentiel. Il ne s'agit pas de faire comme avant-hier, il s'agit de faire ces évolutions de transformation en embarquant les attentes aujourd'hui des consommateurs, en embarquant les enjeux des transitions. Et oui, des transitions, parce que sur tous ces secteurs, les transitions agissent très fortement, d'où la nécessité d'innovation. Elles agissent très fortement, bien évidemment,
la transition de l'énergie et du rapport à l'environnement sur l'ensemble des activités humaines. Elles agissent très fortement avec les transitions numériques. Elles agissent très fortement sur le plan social et sociétal. Et si on regarde de près, quand on voit l'évolution du rapport au travail, il est considérable. Et tout cela nous amène, Monsieur le Recteur, à penser l'importance de cette université territoriale. Je disais Centre Val-de-Loire fait territoire, je disais Centre Val-de-Loire a dans ses éléments ADN des éléments puissants, industrie, agriculture, etc., mais qui sont complètement en transformation. Et nous avons besoin de porter tout cela avec, bien évidemment, une attention particulière aux compétences. Compétences, ça veut dire, bien évidemment, l'enseignement supérieur, tout ce que nous voulons faire, plus encore s'agissant des ingénieurs, s'agissant du haut niveau dans nos universités, s'agissant, Anne, et c'est tout l'enjeu du schéma régional de l'économie que nous avons voté, s'agissant de cette articulation entre la recherche, l'innovation, l'enseignement supérieur et les pépites de notre région. Mais pas que. Le très haut niveau et le haut niveau, aussi les formations que nous avons avec les bachelors technologiques, quelle évolution des contenus, quelle évolution de nos BTS, quelle évolution de nos formations d'opérateurs. Nous avons une révolution à conduire par rapport à cet enjeu de compétences qui est complètement central à un moment où nos concitoyens, et notamment les plus jeunes, définissent leurs valeurs dans un rapport au travail qui est en train de se modifier très très profondément. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était très important, dans cette région, dans le contexte où nous inscrivons ce développement, non pas de se faire peur avec les transitions, mais au contraire de trouver dans ces transitions une nouvelle énergie qui fasse territoire et qui allie les acteurs. Voilà pourquoi nous sommes très heureux d'être ensemble aujourd'hui. Bien, merci de nous accueillir dans ce grand laboratoire qu'est votre région au regard des enjeux d'attractivité territoriale. Et merci d'avoir bien posé les termes de la réflexion en nous invitant à réfléchir à l'avenir, au devenir de cette attractivité territoriale dans ce contexte marqué par les défis des différentes transitions. Et merci aussi d'avoir manifesté en vous en tournant vers votre voisin le fait que eh bien, voilà, la région s'associe à une pluralité d'acteurs, dont le milieu académique, à travers vous, Gilles Albou. Est-il besoin de dire que vous êtes le recteur de la région académique Centre Val-de-Loire, recteur de l'Académie d'Orléans, Tours et chancelier des universités, sachant que sans contexte, le titre dont vous êtes le plus fier est celui d'avoir été auditeur de l'IHEST, promotion Elinor Ostrom, celle à qui on doit une réflexion capitale sur la notion de commun. Ben merci, et je vous remercie d'avoir rappelé ceci dans mon parcours. C'est marquant d'avoir été auditeur de l'IHEST, et puis surtout, vous savez, ce sont les auditeurs qui sont ici le savent, qui choisissent le nom de la promotion, et donc on est très fiers d'avoir choisi comme nom de notre promotion Elinor Engström, comme vous l'avez rappelé, elle qui a théorisé les biens communs, justement. Et donc, à un moment où on parle de transition, c'est important qu'on ait cette réflexion, et cette réflexion qu'on partage sur, évidemment, les transitions. C'est un point sur lequel vous allez travailler pendant ces 3 demi-journées, les transitions, et aussi, évidemment, ces biens communs dans la région. On pense à l'eau, évidemment, et pas que dans la région. On pense aussi aux ressources du sol. Je salue nos amis du BRGM et anciens auditeurs. Il se trouve qu'en plus, il y en a un qui était auditeur avec moi. Et vous êtes ici dans une région où le BRGM a son centre.
Et comme j'ai salué le BRGM, je dois saluer aussi évidemment l'ensemble des organismes nationaux de recherche qui sont fortement présents en région, le CNRS, l'INRAE et l'INSERM notamment. Donc très important de le saluer. Vous avez dit, oui, notre promotion avait travaillé sur un thème, l'inconnaissance vecteur d'inventivité. Voilà, donc tout est là pour évidemment ouvrir cette réflexion autour des transitions. Et évidemment, le recteur que je suis, si on parle d'inconnaissance vecteur d'inventivité, ça fait comme premier point, je vous rassure, j'en aurai que 18. Non. Comme premier point, évidemment, notre vocation, le président le rappelait, enseigner. Et évidemment, c'est les enjeux de transition énergétique, de transition écologique, de transition aussi sociale, sont au cœur de nos enseignements. Et je voudrais rappeler que évidemment, dans l'éducation au développement durable, on a, alors, dans le jargon éducation nationale, 4 référentiels. En fait, les compétences un peu transversales sur lesquelles nous attendons nos élèves. La première, et on dirait que les programmes de l'éducation nationale ont été écrits par des anciens auditeurs de l'IHEST. La première, c'est s'ouvrir à la complexité. Ouvrir nos jeunes à la complexité du monde. Dès que notre ministre Gabriel Attal réfléchit en ce moment même à un rebond, à un choc sur les savoirs fondamentaux, et il a mis, on va dire en première ligne, la culture générale. Et derrière cette notion de culture générale, il y a évidemment la notion de complexité et d'appréhension de la complexité. Le deuxième point, évidemment, et toujours en continuité, c'est développer l'esprit critique. Développer l'esprit critique, c'est aussi la meilleure manière pour nos jeunes face aux réseaux sociaux et face aussi à ce qu'on voit dans le monde de pouvoir, eux, construire leur propre raisonnement et construire se construire en tout cas comme citoyen plus éclairé. Et puis troisième point, c'est agir de manière éthique et responsable, individuellement. Donc vous voyez qu'on amène aussi les jeunes à se responsabiliser. Le quatrième, qui est en écho avec le troisième, c'est aussi développer une culture d'engagement et je vais insister sur ce dernier point d'engagement évidemment collectif. Et on aurait pu croire que vraiment dans ces attendus on a tout dit, hein, et évidemment on est au cœur de la réflexion qui est menée au sein de chaque promotion de l'IHEST. Dans la culture de l'engagement, très important aussi dans l'éducation nationale pour justement construire ces futurs citoyens éclairés. On a plusieurs leviers, on le sait, les délégués, les éco-délégués, et puis tous les parcours de citoyenneté. C'est très important en ce moment où on réfléchit à comment faire nation, comment faire société, dans une société qui aujourd'hui est très fragmentée, qui cherche un socle. Et justement, on a aujourd'hui des jeunes qui sont angoissés, on le voit, qui sont parfois violents. Et construire cette culture d'engagement pour construire finalement, ou pour préserver, ou pour s'approprier ce bien commun, eh bien c'est au cœur évidemment de nos préoccupations, nous, éducation nationale. Et ces jeunes, au-delà d'une culture de l'engagement,
il faut aussi, donc pour développer l'esprit critique et en faire des citoyens éclairés, il faut, et le président le rappelait, les amener aussi vers un métier. Donc tout le travail que nous faisons aussi autour de l'orientation, autour de la découverte des métiers, et pour en revenir à ce territoire aussi, aider les jeunes à mieux connaître leur territoire, mieux connaître la richesse et la complexité de ce territoire, connaître aussi les entreprises, connaître les industries qui y sont présentes et évidemment en phase avec le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de la région, travailler nous aussi à une offre de formation professionnelle qui permette à ce territoire d'avoir demain des jeunes et des moins jeunes qui puissent reprendre d'abord les entreprises du territoire et puis aussi évidemment eux-mêmes créer un tissu d'entreprises innovantes comme on l'a aujourd'hui sur un certain nombre de thématiques sur lesquelles on pourra revenir. Évidemment, pour développer ces formations professionnelles, pour développer ce maillage territorial en lien avec les besoins économiques du territoire, on sait et on peut s'appuyer, et tout à l'heure j'ai commencé là-dessus, et vous savez que quand on revient au début, c'est qu'on a bientôt fini. Évidemment, on peut s'appuyer sur un tissu d'enseignement supérieur et de recherche de très haut niveau. Nous avons sur le territoire 3 établissements d'enseignement supérieur, l'Université de Tours, l'Université d'Orléans et l'INSA Centre-Val de Loire, qui ont été ces dernières années, j'allais presque dire ces derniers mois, lauréats dans des appels à manifestation d'intérêt sur France 2030, la SDESR, sur l'ouverture à l'international, sur la formation continue, le pôle universitaire d'innovation, 2 projets d'excellence. Je vais certainement oublier des succès. Nous avons ici, et je le disais avec le président Pinton, la chance d'être dans cette région, une région très dynamique, petite, mais costaud. Et évidemment, le rectorat sera toujours en soutien de cet écosystème et aussi évidemment en soutien de ce que fait, de ce dont a besoin la région. Voilà. Tutoiement, ce qui est toujours signe d'une réelle complicité et démarche partenariale. La boucle est bouclée, sauf que j'observe que dans tous les mots que vous avez mobilisés, il en manque un, même 2, c'est attractivité territoriale. Mais sans doute était-il en creux dans votre témoignage. En tout cas, il est au cœur de ce schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à l'élaboration duquel, bien évidemment, vous avez participé. Je me tourne vers le public pour savoir si le président du Césaire est arrivé. Malheureusement, je n'ai pas de... Non. Alors, les choses se font au fil de l'eau. Alors, lancez-vous. Voilà. Bonjour. Alors, nous allons faire... Vous allez vous représenter, c'est ça, le président du Césaire? Bonjour. Pas du tout, je suis le représentant de la Banque des Territoires. Alors, vous anticipez, oui, vous anticipez. Du coup, on va procéder à un jeu de chaises musicales et le président du Césaire nous rejoindra. Voilà. Bientôt réglé, donc vous avez... Voilà, très bien. Alors, eh bien, monsieur le président, monsieur le recteur, vous pouvez... comment... on est viré, c'est ça je vous laisse la lourde responsabilité du terme, mais on procédera plutôt à un jeu de chaises musicales. Voilà. Et j'invite le président de l'IHEST, vous comprenez pourquoi j'avais besoin de récupérer un siège, à venir me rejoindre pour poursuivre les mots de bienvenue des parties prenantes à cette journée, en commençant peut-être par vous, sans qui cette journée n'aurait peut-être pas pu, ces journées n'auraient pas pu avoir lieu, puisque vous tenez les cordons de la bourse, si je puis dire. Mesdames, Messieurs, bonjour.
Donc je suis Guillaume Argaz de la Banque des Territoires. Je représente Sophie Ferracci, la directrice régionale pour Orléans-Tours. Et je peux déjà répondre à une de vos questions qui est certainement existentielle, c'est quelle est la différence entre Caisse des dépôts et Banque des Territoires? Mais il n'y en a pas. C'est la même entité. L'institution, c'est la Caisse des dépôts, et la Banque des Territoires, c'est une marque qui signifie le regroupement de directions métiers au sein de la Caisse des dépôts pour financer des projets de territoire. Concrètement, la Banque des Territoires, c'est 3 types de financement: des prêts long terme, de l'investissement, c'est-à-dire la prise en capital dans des sociétés de projets, et de l'appui en ingénierie, et tout ça au bénéfice de 4 types d'acteurs: les collectivités territoriales et leurs groupements, leurs satellites, les bailleurs sociaux, les professions juridiques et le monde de l'économie sociale et solidaire. Pour vous donner un petit peu un chiffre de ce qu'on représente en Centre-Val de Loire, en 2022, la direction régionale Banque des Territoires, c'est à peu près 450 millions d'euros injectés dans cette région. Et je peux maintenant répondre à la deuxième question que vous posez, qui est tellement existentielle, c'est qu'est-ce que je fais là devant vous? C'est que la Caisse des dépôts ou la Banque des Territoires, en fait, c'est un financeur de l'IHEST. C'est un partenariat qui date depuis près de 10 ans aujourd'hui. C'est près de 950 000 euros de subventions cumulées pour pouvoir lancer ce type d'événement. Et ce qui nous intéresse dans ce partenariat, bien évidemment, c'est l'expertise de cet institut. C'est une vraie plus-value pour avancer les débats, pousser la réflexion, adapter les dispositifs existants, voire même innover et créer de nouveaux dispositifs pour répondre aux besoins qui ont pu être mis en avant dans les débats. Avec bien évidemment un intérêt pour la notion d'attractivité territoriale. Voilà. Jean-François Pinton, président de l'IHEST, maître d'ouvrage de ces journées. Est-ce ainsi que je peux vous présenter? Alors, le maître d'ouvrage de ces journées, c'est toute l'équipe de l'IHEST, et merci de me donner l'occasion de les remercier. Je voudrais, Monsieur le Président de Région, Monsieur le Recteur de la Région académique, cher Gilles, Monsieur le représentant de la Banque des Territoires, merci de nous accueillir, c'est un grand plaisir d'être ici. Alors, je vais être bref avant le lancement de ces journées sur le cœur du sujet et rappeler peut-être quelques éléments de la mission de l'Institut des hautes études scientifiques et techniques. En fait, notre raison d'être, c'est de favoriser le dialogue entre les scientifiques et les décideurs publics et privés, notamment dans la promotion de la méthode scientifique. Alors, c'est vite dit, mais qu'est-ce que c'est ? La méthode scientifique, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut sembler essentiel à beaucoup d'acteurs, dans la mesure où les enjeux deviennent cruciaux et sont au foyer de nombre de pressions différentes. Les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, la pression sociale, la pression économique, il en sera question. Et donc on a une approche multifactorielle et le but de la méthode scientifique, c'est de dire regardons les choses de l'ensemble des points de vue et des compétences qui sont sans prédétermination de résultats, sans idées préconçues, en se basant sur des faits, comme disait un célèbre économiste à des gens plutôt répandus aux États-Unis, vous avez le droit d'avoir votre opinion, vous n'avez pas le droit d'avoir vos faits. Les faits sont ce qu'ils sont. Et donc il y a là baser les analyses sur des faits, faire des études en fonction des buts qu'on a pris soin de décrire. Ça n'est pas évident, je sais que l'ensemble des acteurs ici le savent, mais bon, avec des résultats qui sont observables. Et parce qu'en fait, la plupart des enjeux sont des enjeux de long terme, et pour avoir des enjeux de long terme, il faut être capable d'avoir un mécanisme de rétroaction, c'est-à-dire de mesurer l'impact qu'on peut avoir, et puis de corriger sans a priori. Donc il faut pouvoir observer. Et c'est quand on se lance dans l'action, on a souvent envie de faire, mais c'est plus difficile de se dire qu'est-ce que je peux observer, et comment est-ce que je peux quantifier, mesurer, ce n'est pas des chiffres, naturellement, comment est-ce que je peux avoir... voilà. Et les auditeurs de l'IHEST, que je salue ici, le savent, puisqu'ils font maintenant un réseau de plus de 700 personnes, et je salue aussi la manière dont les regroupements se font par territoire, parce qu'ils sont une force d'aide, de compétences dans la démarche que l'Institut souhaite promouvoir. Et puis, il y a dans la démarche de l'IHEST une volonté forte maintenant d'interagir plus nettement avec les régions. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, les régions sont en taille plus humaine. Et surtout, je trouve qu'il y a en région un pragmatisme, un élan qu'on aimerait beaucoup retrouver au niveau national ou à des niveaux
plus large, si vous me permettez de le dire. L'IHEST est donc au service de ce dynamisme régional, de cette manière où les enjeux, lorsqu'on arrive dans les régions, lorsqu'on interagit avec les régions, sont plus précis, sont plus engagés, sont plus soumis, je trouve, à la volonté de progresser, peut-être avec moins d'a priori. Et je remercie ici la Banque des Territoires que vous représentez pour son aide, parce que sans votre aide, nous ne pourrions faire tout cela. Nous avons ainsi abordé la budgétisation verte avec la région Bretagne, le renouveau industriel avec la région Occitanie, la décarbonation de l'industrie avec la métropole de Rouen-Normandie. Hein. C'est donc à chaque fois, on est sur des enjeux précis qui, bien sûr, peuvent faire tâche et s'élargir, mais dans un concret, dans une volonté de progresser qui est, je trouve, remarquable. Donc l'université territoriale en Centre Val-de-Loire aujourd'hui explore les nouvelles voies d'attractivité et d'innovation avec une méthode qui va décrire ce que l'on fait habituellement, c'est-à-dire à travers les paroles de chercheurs, en explorant les leviers qui sont possibles pour renforcer l'attractivité, par l'exemple, en analysant le potentiel des partenaires, des entreprises, des collectivités, et bien sûr sans éluder la question des financements. Donc il y a dans cette approche, dans ce tour d'horizon ici, quelque chose qui caractérise, j'espère, ce que notre institut peut apporter et conduire des débats fructueux. Donc je me réjouis d'y assister. Merci Jean-François Pinton, merci Guillaume Aragas, et désolé pour la confusion de tout à l'heure. Merci de regagner la salle. Alors, au vu des profils des personnes qui ont pris la parole, merci à messieurs, on peut d'ores et déjà légitimement se poser une question. Est-ce que l'attractivité rime avec parité? Est-ce que la parité est un levier de l'attractivité territoriale? Je suis en mesure d'y répondre oui, au vu du programme de cette journée et demie, vu que cette parité va être rétablie. Merci Mélissa, une personne de l'équipe de l'IHEST que j'aurai l'occasion de remercier de nouveau. Déjà, merci de nous désaltérer. Voilà. Sans plus tarder, alors démonstration de ce que je viens de dire, avec la première table ronde à laquelle participe Nadine Levrato, que je vous invite à accueillir sous vos applaudissements.